Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du podcast de l'Institut de Strategy Corp. Mon nom est Sébastien Brec et je suis le directeur général et l'économiste en chef de l'Institut. J'ai le plaisir de modérer aujourd'hui une discussion sur le secteur manufacturier au Québec. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et la mise en place de tarifs douaniers contre le Canada, les entreprises manufacturières québécoises font face à de nombreux défis. Et le moins qu'on peut se dire, c'est que les choses changent vraiment très rapidement. Cela complexifie la situation davantage. Les taux, la portée et même l'échéancier des tarifs ont changé à plusieurs reprises depuis janvier. On enregistre d'ailleurs ce balado au lendemain de la décision d'un tribunal américain de bloquer plusieurs des droits de douane de M. Trump. La décision a déjà été portée en appel. Ces revirements de situation créent évidemment beaucoup d'incertitudes pour les entreprises québécoises et canadiennes. Afin de dresser un portrait de la situation dans le secteur manufacturier et de discuter des défis mais aussi des solutions, j'ai l'immense privilège de recevoir Julie White, présidente, directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, ou MEC. J'ai également invité l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à se joindre à nous pour cet épisode. Monsieur Couillard est maintenant conseiller principal à Strategy Corp. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Donc, commençons par le début. Madame White, quelle est l'ampleur du secteur manufacturier au Québec? Le secteur manufacturier, c'est un des secteurs économiques les plus importants. C'est 12,8 du PIB. C'est beaucoup dans les régions. On parle de plus de 500 000 travailleurs, plus de 13 700 entreprises. C'est le quotidien de beaucoup d'entrepreneurs et de travailleurs au Québec. C'est un secteur qui est un peu méconnu, hein. Des fois, on le visualise pas bien, mais c'est vraiment un des secteurs économiques les plus importants par rapport à son poids dans le PIB. Oui, je dis souvent, en tant qu'économiste, je dis souvent que quand les gens pensent au secteur manufacturier, ils pensent les gens avec les mains sales, puis des marteaux, puis des clous, mais c'est un secteur qui est à la fine pointe de la technologie aussi. Oui, c'est vraiment pas ça. Puis c'est un mythe qu'il faut déconstruire encore un petit peu, là. Moi, je visite des entreprises au jour le jour. À chaque semaine, j'essaie de visiter un membre et je vous dirais que ce que je vois, c'est de l'innovation, beaucoup de génie, des chaînes de production qui sont logistiquement intégrées avec beaucoup de technologie malgré ce qu'on peut entendre. Et c'est très intéressant de voir tout ce qu'on est capable de faire au Québec de ce côté-là. Vous avez mentionné vos membres. Qu'est-ce qu'on devrait savoir à propos de Manufacturiers Exportateurs du Québec? Oui, effectivement, Manufacturiers Exportateurs du Québec, on est l'association représentative du secteur manufacturier au Québec. On est parmi les 4 grands groupes économiques, donc ce qui fait qu'on a des sièges dans des comités du gouvernement, etc. On fait beaucoup d'affaires publiques. Nos membres, on représente beaucoup la grande entreprise manufacturière. Évidemment, vous connaissez tous des grandes entreprises, là, que ce soit Bombardier, Alstom, etc. Il y en a plein au Québec, mais on représente aussi de la PME et notre association, au-delà du volet d'affaires publiques, fait beaucoup d'accompagnement sur l'expertise opérationnelle, de la formation, du partage d'informations. Donc, on essaie d'être assez complet pour soutenir le secteur manufacturier, oui, dans les représentations, mais s'assurer de bien vraiment comprendre c'est quoi leurs besoins. Donc, on travaille aussi avec eux directement sur le terrain. Je sais que le secteur fait face à beaucoup d'incertitudes. Évidemment, il faut parler de M. Trump, on n'a pas le choix. MEC a récemment sondé ses membres sur les impacts de ces tarifs. Quels sont les faits saillants du sondage, selon vous, Mme White? Effectivement, on avait beaucoup de données au début là, en Noël, après Noël, sur les inquiétudes par rapport aux tarifs. Nous, on a décidé de ressonder nos membres là, en fin avril à peu près là, pour voir comment la situation a évolué, comment ils se comportaient par rapport à ça. Je vous dirais que pour les entreprises manufacturières, à cause de différentes annonces là, qui ont été faites par le gouvernement américain, c'est pas tant les tarifs qui se font mal actuellement, c'est plutôt l'incertitude économique globale. Euh, dans le sondage, là, 50 des entreprises qui sont sondées, il n'y avait rien vu de différent par rapport à leurs activités vraiment. Il y en a qui savaient améliorer leur situation parce que les gens cherchent à peut-être s'approvisionner plus au Québec. Et il y en a que leur situation avait été empirée là, par les dernières annonces. Donc, il faut voir que oui, il y a le contexte des tarifs comme tel, mais il y a les enjeux notamment de l'incertitude liée au risque de récession et évidemment de tout ce qui est question, puis là, je vais m'excuser mon anglicisme, mais de reshoring qui se discute un peu partout des activités manufacturières. Ça a beaucoup d'impact sur les plans d'affaires. Ce que je vous dirais, ceci dit, c'est que les entreprises sont actuellement beaucoup en révision de leur plan d'affaires, donc je pense qu'on va voir des impacts plus globalement plus tard. Mais si on y va vraiment dans les impacts précis, là,
la majorité de nos entreprises ont dit avoir eu des impacts sur leur marge bénéficiaire. Donc, à peu près 56% des entreprises ont dit on a perdu de façon modérée ou importante des revenus. Donc, il y a quand même un impact financier. L'impact financier, pour la moitié d'entre elles, peut être enduré, je vais le dire comme ça, pendant environ un an sans faire de changement majeur. Ça ne veut pas dire que dans un an, ces entreprises-là vont fermer, mais qui sont quand même capables de maintenir un flot d'activité, notamment à cause des contrats qu'ils avaient. Évidemment, augmentation des coûts de production, annulation, report de projet. Ça, on le voit de plus en plus, notamment des clients américains qui disent je vais attendre de voir. Donc là, on lance peut-être pas la production d'un produit qui était prévu ou l'achat d'un robot, par exemple, pour faciliter la production est peut-être reporté. Perte de clients, perte de contrats. La question des pertes d'emploi demeure un des enjeux, puis je pense qu'il faut en parler. Moi, j'ai pas voulu être alarmiste sur les pertes d'emploi parce que je sais que mes entreprises que je représente vivent encore des défis de main-d'œuvre importants. C'est pas leur premier choix de mettre à pied des gens, mais il y a quand même à peu près 17% des entreprises sondées qui ont eu à faire euh, de remercier des employés, que ce soit de façon temporaire pour plusieurs ou plus permanente, mais ça va avoir un impact sur l'emploi, évidemment, si ça se poursuit dans le temps. C'est une question intéressante, là, les impacts, quand on y pense en termes de séquence, comme je le mentionnais, quand moi je regarde les données, tu sais, intuitivement, on s'attendrait que les tarifs mènent à l'augmentation de l'inflation très rapidement, à des mises à pied, puis tout ça. Mais comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà des contrats en place ou qui sont capables d'absorber les coûts là, durant une certaine période de temps. Puis je pense que ça l'explique un peu pourquoi, dans les données, autant au Canada qu'aux États-Unis, on ne voit pas nécessairement les impacts aussi rapidement qu'on aurait pensé les voir. Fait que c'est intéressant que les données alignent avec ce que vous avez vu dans le sondage. Oui, effectivement. Et on a des entreprises manufacturières qui ont vécu la pandémie il n'y a pas si longtemps, qui ont été obligées d'arrêter leur production, qui se sont retroussées les manches, qui ont été très résilientes pour trouver des solutions. Moi, ce que je constate actuellement, c'est que les entreprises en ce moment ne sont pas à se laisser à regarder le train passer puis dire c'est difficile. Tout ça, ils sont en mode quand même de solution. Puis je pense que cette résilience-là de nos entrepreneurs québécois fait aussi beaucoup qu'on les voit peut-être un petit peu moins, les enjeux actuellement. Ils se sont pratiqués là, déjà une fois à une grande crise. Là, on y va autrement. Monsieur Couillard, vous êtes maintenant dans les régions. Donc, j'ai envie de vous demander, selon vous et selon votre expérience en tant qu'ancien premier ministre, quelles sont les régions là, ou les villes qui sont les plus vulnérables face aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis? Bien, pour les mêmes raisons qu'on vient d'entendre, toutes les régions sont manufacturières à différents degrés. Et les régions plus éloignées, plus basées sur les ressources naturelles, le sont encore plus exposées. Le meilleur exemple, c'est la région où j'habite, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il y a bien sûr la grande industrie de l'aluminium, qui a été abondamment discutée dans la question des tarifs. Mais il y a également la forêt, le bois d'œuvre, qui sont un moteur économique absolument essentiel, la base même de l'économie régionale. Autour de moi, là, je dirais que probablement les trois quarts des commerces ont affaire de façon directe ou indirecte avec ce qui se passe dans le milieu forestier. Alors ça donne un exemple là, de l'effet en cascade que peuvent avoir ces situations-là. Madame White? Oui, puis je dirais que c'est important de le voir. M. Couillard l'exprime très bien, là, les régions plus éloignées. Il y a aussi d'autres défis qui viennent avec le type de production qu'ils font. Je rajouterais peut-être tout ce qui est assez sur le bord de la frontière. Là, on parle beaucoup de Chaudière, on a parlé beaucoup de la Beauce, mais Chaudière-Appalaches en général, le Bas-Saint-Laurent. Pour ces marchés-là, beaucoup parce qu'ils sont directement à côté des États-Unis. Là, donc, la, la- les, les affaires se font beaucoup avec les États-Unis, pas juste par simplicité, là, mais parce que c'est sûr que quand on est un grand producteur, par exemple, de structures de bois ou structures d'acier, puis qu'on a accès à un marché très proche américain, ben, c'est plus facile des fois de vendre de l'autre côté des frontières que même d'aller, admettons, le vendre à Toronto. Donc, les situations géographiques jouent aussi beaucoup là-dessus. Et on va revenir sur la question de la géographie un petit peu plus tard dans le podcast. Je suis content que vous ayez mentionné Chaudière-Appalaches puisque je viens moi-même de Lobinière. Monsieur Couillard, on va retourner à vous. Dans le climat actuel, là, on voit que les politiciens et les dirigeants d'entreprise blâment à peu près tout sur Trump. Là, aujourd'hui, il fait pas beau à Ottawa. Je suis pas mal sûr que quelqu'un va le blâmer sur Trump, mais est-ce que vous pensez qu'il commence à avoir le dos large un peu? Oui, il a le dos large, mais il mérite d'avoir le dos large en grande partie. Là, ses politiques, son discours politique sème l'incertitude, comme Julie mentionnait l'incertitude comme étant un facteur important.
Et puis, c'est une gouvernance qui est passablement échevelée et parfois même irrationnelle. Alors, on ne peut pas écarter sa responsabilité, mais on ne peut pas non plus utiliser Trump comme paravent ou alibi pour les problèmes profonds que l'économie du Québec vit depuis des années et va continuer à vivre. C'est vrai pour le reste du Canada également, essentiellement lié à une faible productivité. On a un taux de croissance du PIB par habitant parmi les plus faibles de l'OCDE, de loin. Et ça, c'est pas dû à Trump. Ça fait longtemps que ça existe, ça. Et Trump, ça fait moins longtemps, heureusement, qu'il est avec nous, puis on verra combien de temps il sera dans notre environnement. Donc, il faut d'une part reconnaître les enjeux profonds et non pas utiliser Trump comme alibi pour ce qui arrive, mais utiliser comme ressort pour nous propulser plus tôt et plus loin dans les changements qui sont nécessaires. Alors, par exemple, toute la question de la technologie dans l'industrie manufacturière, l'exportation plus précoce, les nouveaux marchés à développer, tout ça sont des choses qu'il fallait faire, qui étaient en cours à différents degrés, mais qui vont devoir être accélérées. Le gros changement, je pense, parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans des questions économiques, beaucoup plus que les gens le pensent souvent, c'est qu'on a perdu l'impression d'avoir un voisin fiable au sud de notre frontière. Et on voit que c'est pas le cas. Il y a une certaine hostilité envers notre pays également qui vient des États-Unis qu'on n'a jamais connu auparavant. Alors ça va laisser des traces profondes et persistantes. Ce qui fait que les gens vont faire les changements, je crois, ils vont les faire à long terme. Ils vont pas les faire juste pour 2 mois, puis dans 2 mois, si Trump est plus là, ben, on reviendra comme avant. Ça, on va dire peut-être même une bonne nouvelle dans tout ça, là. Je rajouterais peut-être, je partage entièrement ce que M. Couillard vient de dire. Il faut le voir aussi comme une occasion. Tu sais, on a des changements. Il y a des choses dont on parle depuis longtemps, notamment la productivité, l'intégration technologique. C'est comme si c'est le dernier petit coup de pied là, qui nous force à agir puis de faire ces changements-là. On en a beaucoup parlé après la pandémie, hein, de plusieurs de ces changements-là, mais le curseur n'a pas bougé beaucoup. Donc, il faut qu'on le fasse là. Si on ne le fait pas là, ben, on va manquer une fenêtre d'opportunité, puis notre tissu industriel va être affecté vraiment à plus long terme. C'est un bon point, puis je pense que aussi ça nous rappelle que c'est important de ne pas avoir une mentalité de il faut juste te faire run, puis quand Trump va être parti, ça va tout va revenir comme auparavant. Dites-moi, est-ce que selon vous, il y a d'autres défis auxquels le secteur manufacturier du Québec fait face? On a mentionné là un petit peu la productivité. Vous avez, Madame White, vous avez brièvement discuté de pénurie de main-d'œuvre, mais peut-être vous pouvez élaborer un petit peu plus? Oui, effectivement, le secteur manufacturier, c'est un secteur qui est assez diversifié puis qui vit d'autres défis. Effectivement, je dirais que le principal défi, autre que les circonstances actuelles là, de tarifs douaniers, politique américaine, dont je me fais parler quotidiennement, c'est la question de la main-d'œuvre et particulièrement les règles entourant les travailleurs étrangers temporaires. On a besoin de main-d'œuvre, on a une main-d'œuvre plus vieillissante que dans la majorité des secteurs. Il y a un désintérêt des Québécois pour aller dans les métiers manufacturiers. Ça fait qu'on a besoin de coups de main. Nos entreprises manufacturières accueillent bien les travailleurs, ils les franchisent, ils les forment, ils les logent pour la plupart. Donc, on a beaucoup de difficultés actuellement de ce côté-là et on est en mode très intense de représentation auprès des gouvernements de Québec et d'Ottawa pour changer les choses puis trouver des solutions assez rapidement. Mais sinon, évidemment, il y a plusieurs autres enjeux qui se vivent je veux dire, à des intensités différentes, dépendamment des secteurs, des sous-secteurs manufacturiers. Mais la question de l'accès à l'énergie et de la compétitivité des coûts d'électricité est un enjeu important. L'accès aux contrats publics, hein, on entend beaucoup de bonne volonté de ce côté-là, mais c'est encore très, très difficile pour plusieurs entreprises d'avoir accès à des contrats publics. Quand je vois notamment, puis c'est une histoire qui est connue, là, que le dernier parc éolien, on va chercher les éoliennes en Indonésie plutôt que les faire au Québec, alors qu'on a toute la force, les travailleurs et les entreprises pour le faire. C'est un exemple qui est très frappant. Et on a aussi, évidemment, toute la question de l'intégration technologique qui est très large, hein, parce qu'on a des entreprises qui sont avancées puis qu'on est rendu à mettre des robots quasiment autonomes dans certaines lignes de production, mais aussi de la petite, moyenne entreprise qui ont besoin tout simplement de commencer par avoir des systèmes informatiques efficaces pour être capable d'intégrer la logistique. Donc, je dirais que c'est les principaux enjeux qu'on vit actuellement. Il y a toujours un spectre là, qu'on a derrière la tête et c'est toute la question du transport des marchandises. Vous l'avez vu là, dans les derniers mois aussi, les grèves au CN, les grèves au port de Montréal, toute cette chaîne logistique-là, puis de s'assurer qu'elle soit bien
solidifié. Ça demeure quelque chose en trame de fond qui inquiète les membres. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est peut-être moins dans les enjeux principaux, mais il faut le garder en tête parce qu'on n'est jamais si loin d'un enjeu de travail qui pourrait mettre à mal aux entreprises. On l'a vécu beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Donc, parlons maintenant de solutions. Je sais que c'est quelque chose qui faisait partie de votre sondage aussi à MEC. On va commencer en regardant les mesures de soutien gouvernemental au provincial et au fédéral. Madame White, quels sont les programmes les plus populaires et efficaces selon vos membres? Oui, bien, d'entrée de jeu, je dirais que nous, on a fait beaucoup de représentations là, avant les différents budgets, tout ça, puis pour mettre de l'avant des solutions. Puis dans les solutions qu'on a mis de l'avant, il y en avait comme de 3 types. Premièrement, de l'aide d'urgence là, pour amener des liquidités, faire survivre les entreprises, un peu comme on a eu pendant la pandémie, mais je veux dire mieux encadré et mieux ciblé. Hein. Je pense qu'il fallait pas faire un bar ouvert, mais il fallait être bien ciblé pour les entreprises qui sont réellement touchées. Dans un deuxième temps, des mesures pour stimuler l'investissement, que ce soit en matière d'innovation notamment, même de robotisation, etc., un des enjeux qu'on vit. Le troisième point, c'était, bon, aidez-nous à diversifier les marchés, hein, parce que c'est quand même un point important. Puis, il ne faut pas l'oublier, en quatrième point, j'ai parlé de pénurie de main-d'œuvre tantôt, comment on s'assure de garder nos employés à l'emploi puis qu'on essaye de moins les mettre à pied possible. C'était dans les catégories de ce qu'on a demandé. On a eu pas mal des réponses des gouvernements positives sur chacun des thèmes. On a eu des programmes assez intéressants à annoncer. Maintenant, est-ce qu'ils sont utilisés? Pas tout à fait encore. Je vais le dire comme ça, les gens sont très contents d'avoir accès à un programme de liquidité advenant qui en ont besoin. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de rembourser leurs prêts pandémiques, là, qui viennent de se sortir de cet enjeu-là, puis que là, actuellement, dans le contexte, les impacts sont plus ou moins là. Donc, ils ne sont pas rendus à l'utiliser encore, mais ils sont contents de l'avoir. Le deuxième point qui a été très, très utilisé, cela, je sais qu'il est utilisé non seulement apprécié, c'est toute la question liée au fédéral et à la question du travail partagé. C'est des mesures dans l'assurance-emploi qui permettent de partager des postes, là, puis de garder les liens d'emploi avec certains travailleurs. Même si on n'en a pas besoin actuellement, en les formant peut-être, en donnant des formations sur différents éléments. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont fait. Le gouvernement fédéral a réagi très rapidement. Puis c'est probablement pour ça qu'on ne voit pas non plus beaucoup de pertes d'emploi tout de suite encore très majeures parce qu'il y a ça. Et évidemment, ben, toutes les aides en innovation, tout le monde trouve ça beau, tout le monde trouve ça le fun, il y a des paramètres intéressants, mais encore une fois, c'est pas très populaire en ce moment. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de l'incertitude, puis se disent, c'est-tu vraiment le bon moment pour investir, pour partir un nouveau projet? Je comprends totalement cette réponse-là. Hein. Quand on est un entrepreneur, on regarde les chiffres, on se dit, bon, c'est-tu le moment ou pas? Je dirais que pour plusieurs, c'est le moment parce qu'on a cette impulsion-là pour le faire. Il y a des opportunités qui s'en viennent dans différents secteurs. Il faut se préparer pour ces opportunités-là, à être prêt. Tu sais, quand on parle notamment qu'on va augmenter les investissements en défense au Canada, il faut que nos entreprises soient prêtes à répondre à ça. Ben, ça fait que c'est le temps d'investir pour améliorer la productivité. Fait qu'on est encore un peu à la remorque là, de l'incertitude. Les solutions qui ont été mises sur la table sont pas mauvaises, mais on va le voir, je dirais, dans les peut-être 6 prochains mois, si elles sont vraiment populaires ou pas auprès des gens. Monsieur Couillard, quand vous étiez au pouvoir, vous avez eu affaire à plusieurs programmes. Je suis curieux de vous demander, de votre expérience, comment ça se passe quand un gouvernement essaie d'établir, OK, on a ce programme-là, comment qu'on le modifie? Parce que on pensait que ça allait être dans une direction, puis finalement, si on fait ces modifications-là, il va être encore plus efficace. Ben, moi, le souvenir le plus marquant que j'ai de ces questions-là, c'est lorsqu'on avait démarré vers 2016, 2017, 2016, ce qu'on appelait le programme du manufacturier innovant, d'ailleurs, Julie s'en souvient certainement. Et ça, clairement, ça répondait aux besoins. C'était des allocations directes et non pas un nouvel endettement pour l'entreprise. Alors, il y avait quelque chose qui était important là et qu'on pourrait répliquer avec d'autres types de programmes. Il ne faut pas hésiter à ajuster en cours de route ou même remplacer le programme par un autre sans ajouter nécessairement aux dépenses, en ne réaffectant les dépenses liées à ce programme qui ne répond pas à toutes les attentes. Il m'est arrivé de rencontrer des gens en région et ailleurs
et leur demander, êtes-vous au courant de ce programme qu'on a annoncé, disons, il y a 3 mois, avec l'espoir d'entendre dire, ben oui, c'est formidable, merci beaucoup, etc. Mais souvent, la réponse est non, je n'ai jamais entendu parler. Alors, alors, il faut, il faut prendre conscience de ça avec une certaine humilité, s'assurer de bien écouter les besoins et également de bien faire en sorte d'y répondre adéquatement et encore une fois, de ne pas oublier de modifier en cours de route. Il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour démarrer, mais quand ça démarre et que ça ne fonctionne pas très bien ou de façon incomplète, il faut faire l'ajustement le plus tôt possible. Madame White, on vient de parler des solutions ou des mesures d'aide gouvernementales. Parlons maintenant des solutions utilisées par vos membres, parce que, comme vous l'avez mentionné déjà à plusieurs reprises, il y a beaucoup d'innovations dans le secteur. Donc, comment vos membres s'ajustent face à toute cette incertitude? Oui, ben, la première réaction de tous, là, ça a été de regarder leur chaîne d'approvisionnement, leur contrat, les dispositions, voir comment on était capable de regarder là-dedans. J'ai beaucoup d'entreprises, par exemple, qui me disent, bon, je faisais affaire depuis 25 ans là, pour tel type de produit avec un fournisseur américain. Notre relation était bonne, j'avais pas d'enjeu de coût. Là, j'essaie de le. Tu sais, j'ai changé ma run, là, puis j'ai essayé de trouver un fournisseur au Québec, puis d'essayer de limiter peut-être les coûts de transport, etc. Donc, la majorité des entreprises, la première solution, là, c'est toute la révision des chaînes d'approvisionnement. Euh, c'est bon parce que ça amène une réflexion aussi sur est-ce que c'était la meilleure chaîne d'approvisionnement qu'on avait? Est-ce qu'on utilisait les bons moyens de transport les plus efficaces? Est-ce qu'on avait vraiment le meilleur prix? Donc, il y a des choses intéressantes qui se font de ce côté-là, mais ça a été la réaction la plus populaire auprès des membres. Ça permet de faire des économies puis mitiger aussi beaucoup les dommages liés aux pertes de revenus. Dans un deuxième temps, on a parlé beaucoup de diversification des marchés comme une des solutions, mais la deuxième solution, ça a été de se retourner vers les marchés canadiens. Les marchés canadiens qui sont là, qui existent, mais qui parfois sont très méconnus. C'est pas une question de langue en passant. Là, aux États-Unis, on parle en anglais puis on est capable de faire affaire. C'est pas ça l'enjeu. Il y a des questions géographiques, on en parlait. C'est quoi le marché le plus près? Est-ce que je suis capable avec mon produit d'avoir des coûts de transport qui sont efficaces, par exemple, pour se rendre en Alberta? C'est pas évident. Nos chemins de fer, c'est pas parfait. La façon nos infrastructures logistiques ont des besoins importants. Mais il y a clairement un effort qui a été mis très rapidement sur le marché canadien. Puis d'ailleurs, nous, avec nos membres à travers le Canada, là, parce qu'on fait partie de Canadian Manufacturers and Exporters, on a créé un portail B2B pour être capable de mettre les membres en lien puis de se partager. Ça fait beaucoup partie des choses. T'sais, notre sentiment de nationalisme, de fierté canadienne est ressorti beaucoup là-dedans. Ça fait que c'est aussi des coûts moins, c'est plus facile de démarcher dans les marchés canadiens. Donc, il y a ça, bien qu'il y ait encore des barrières interprovinciales qu'il faut régler. La troisième solution, c'est de commencer à regarder à l'international. Ceci dit, c'est une solution qui est intéressante, mais qui n'est pas magique. Ça prend 3 à 5 ans, développer minimum, développer un marché à l'international. Il faut avoir les bons diagnostics, d'avoir bien identifié les opportunités. Il y a plein de gens pour aider. Il y a plein d'argent aussi sur la table. Les entreprises ne le faisaient pas pour un paquet de raisons. Il y en a qui l'avaient fait puis qui n'avaient pas eu des bonnes expériences parce qu'ils ne s'étaient peut-être pas pris de la bonne façon. Là, on est en train de revoir les plans puis se dire c'est quoi nos opportunités. On a des accords de libre-échange, on a des opportunités qui. Puis je reviens à ce que M. Couillard disait tantôt, peut-être qu'il ne connaissait pas. Hein. Des fois, on a l'impression au gouvernement qu'on parle de plein d'affaires, qu'on signe des choses puis que ça se rend sur le terrain. Non, il faut répéter, il faut beaucoup informer. C'est qu'il y a beaucoup de sensibilisation en ce moment là-dedans, puis c'est très important. Je vous dirais qu'après, la quatrième solution, c'est l'innovation. Pourquoi? Mais je reviens un peu à tantôt. L'innovation, ça vient avec beaucoup d'investissements. C'est qu'il y a quand même des gens qui ont des inquiétudes sur est-ce que c'est le temps de sortir des CAPEX? Est-ce que je m'entraîne là-dedans tout de suite ou pas? Mais il y a des opportunités, puis les entreprises, ce que je vois, c'est qu'au début, là, ils ont été un peu saisis par le contexte, mais que là, ils sont vraiment en réflexion stratégique sur la façon dont ils veulent voir croître leur entreprise pour le futur et dans quel marché. Je vous dirais qu'on va voir ces impacts-là un petit peu plus tard, là, dans les prochains mois. Ce n'est pas des choses qui se font tout de suite. On a parlé de diversification des marchés d'exportation. Monsieur Couillard, brièvement, est-ce qu'il y a un rôle pour les délégations du Québec à l'étranger d'aider dans ce processus-là?
Oui, et puis les ambassades canadiennes, hein, idéalement, les deux travaillent ensemble, ce qui est souvent le cas en passant. Mais il faut, comme Julie le disait, je pense que c'est bon de le répéter, il faut se méfier de la pensée magique là-dedans. C'est pas parce qu'on dit dans un discours politique qu'on va diversifier nos marchés que ça va arriver du jour au lendemain pour de très bonnes raisons la plupart du temps. Alors, la première question, moi, que je poserais aux entrepreneurs, qu'est-ce que vous faites pour ouvrir des marchés? Est-ce que vous tirez avantage des accords de libre-échange qui existent déjà? Souvent, ils sont très peu connus. Par exemple, celui sur l'Europe, celui sur l'Asie-Pacifique, parce qu'on a déjà des outils que beaucoup d'autres pays n'ont pas. Et il faut s'assurer de les utiliser. L'autre chose, c'est qu'on sous-estime la complexité de changer de marché d'exportation. Moi, le meilleur exemple que j'ai entendu, c'est un producteur d'aluminium qui fait des poutrelles de telle dimension pour le marché américain. Et si on lui demandait du jour au lendemain d'aller alimenter le marché asiatique ou même européen, il n'y aurait plus les poutrelles de la bonne dimension, ce qui nécessiterait de changer complètement sa ligne de production, sa machinerie. Alors, c'est pas simple. Ceci dit, c'est bon d'avoir plus de diversification, il n'y a pas de doute. Mais comme on le disait tantôt, le marché américain est d'une telle taille, d'une telle importance que juste sa force de gravité là, va faire en sorte qu'on ne pourra pas s'en détacher, qu'on ne voudra pas s'en détacher non plus. Mais je pense qu'il faut rééquilibrer les choses, comme ça que je le dirais. Donc, en terminant, je veux parler de la renégociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, car ça s'en vient à grands pas. Si je vous mets tous les deux dans une pièce avec M. Carney, quelle est votre principale recommandation? Madame White, on commence avec vous. Bon, premièrement, je veux dire, j'ai 3 points là-dessus. La première chose, je vous dis, c'est le temps de nommer rapidement quelqu'un qui va être en charge de cette négociation-là. On a besoin d'un leader puis d'être capable de commencer pour commencer le travail rapidement. Évidemment, vous ne serez pas surpris de m'entendre, puis je pense que M. Couillard va partager là-dessus. Il faut un siège pour le Québec là-dedans pour être capable de défendre les intérêts, comme on a eu dans d'autres négociations que le Québec a eu ces négociateurs qui étaient là. Et finalement, je pense que c'est le temps de commencer le travail très rapidement. Je pense qu'on est un peu en retard sur tout ça. Il faut s'asseoir avec les secteurs qui vont être touchés puis en discuter plus sur les attentes. J'ai plein de choses positives à dire sur les gouvernements, mais j'en ai aussi des négatives. Puis là-dessus, je pense que c'est clair. Je vous dirais qu'avec un groupe là, d'une 15aine d'associations patronales, économiques, on a envoyé une lettre à M. Carney juste avant l'élection là, pour le pousser dans ce sens-là. Et s'il veut être fort, démontrer ça, il faut que tout le monde soit allié ensemble. Et la plus grosse difficulté d'avoir tout le monde autour des mêmes objectifs, c'est si on ne les rassemble pas. Donc, c'est le temps de commencer le travail. Mais moi, je dirais un peu avantage de l'expérience que j'ai eue dans la première ère Trump, si je peux m'exprimer ainsi, là où on avait la version précédente de l'accord à négocier. L'approche qui a fonctionné avec les interlocuteurs américains à l'époque, qui fonctionnerait encore, j'en suis certain, nonobstant la personnalité de Trump, là, c'est d'avoir une approche continentale au problème. Et non pas uniquement une question de deux pays qui négocient ensemble, bien sûr, c'est là. Mais le continent nord-américain est une force économique immense. Il a avantage à s'allier pour répondre à ces besoins-là et à s'allier pour faire une entente moderne qui tient compte, par exemple, du progrès des technologies. Il est certain que ça prend un siège au Québec. Merci de l'avoir mentionné parce que il y a des choses qu'il faut toujours avoir l'impression parfois de rajouter au dernier moment. Et là, on dit, ah, c'est vrai. Mais la question linguistique, la question de l'exception culturelle, c'est pas vrai que ce sont des détails qu'on peut laisser flotter indéfiniment. Il y a toujours l'épineuse question de la gestion de l'offre dans le domaine agricole qui est toujours là à un moment déterminé du processus. En général, c'est quand on a une entente puis qu'il y a juste une chose à régler puis que les gens se sentent forcés de faire une autre concession. Et ça, c'est une chose dont les agriculteurs vont se méfier beaucoup cette fois-ci. Ceci étant dit, il faut avoir une autre entente, mais encore une fois, une approche continentale basée sur la sécurité également, la défense des deux pays conjoints. Ça, j'avais de l'écoute l'aluminium, par exemple. Quand je leur disais ça, l'aluminium est utilisé dans de nombreuses industries de défense. Vous en avez besoin. On l'a. Faisons-la marcher ensemble. Excellent. Parfait. Bon, mais merci beaucoup d'être venu nous joindre au podcast aujourd'hui. On a eu l'opportunité de discuter de plusieurs sujets liés au secteur manufacturier du Québec. Donc, comme vous l'avez mentionné tous les deux, M. Trump, c'est une chose. Il crée beaucoup de problèmes, si je peux m'exprimer comme ça, mais certainement, il ne faut pas perdre de vue là, les autres enjeux auxquels le secteur fait face et qu'il faut utiliser, j'aime beaucoup l'expression, il faut utiliser M. Trump comme un ressort. Donc, Mme White, M. Couillard, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Les opinions exprimées dans ce podcast ne sont pas nécessairement celles de Strategy Corp. Tous les droits de cet épisode sont réservés et les invités du podcast peuvent être des clients actuels ou passés de Strategy Corp.
Pour en savoir plus sur l'Institut de Strategy Corp et pour vous abonner à notre bulletin d'information, veuillez visiter notre site internet à strategycorp.com/institute. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et LinkedIn. Mon nom est Sébastien Labrec et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.